Bonjour, ici Sandrine Mathias, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. 1. Un mélange de glucides naturels, simples et complexes pour éviter les chutes de sucre. 2. Des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène. Et finalement, 3. Un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez avoir tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des grands calculs mathématiques pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur lenac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 180e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis très content parce que je suis accompagné d'une ultramarathonienne, une entrepreneure, une infirmière clinicienne qui se lance sur un immense projet en 2024. On aura l'occasion d'en reparler. Sandrine Mathias, bienvenue à Pas sorti du bois. Et super, merci beaucoup pour ton accueil, Yannick. Je suis très heureuse d'être là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir parce que quand ton projet 2024 est venu sur mon radar, quand j'en ai entendu parler, j'ai fait « Ah, OK, ça, c'est vraiment très intéressant. Ça se démarque de ce que j'ai pu faire comme épisode dans le passé. Ça se démarque de ce que les gens ont fait dans la communauté. C'est un projet qui est tout nouveau. On va y revenir plus tard. Je vais vouloir qu'on revienne à la base un peu pour qu'on apprenne à te connaître. Mais bref, tout ça pour dire que je suis très content de commencer l'année 2024 avec toi. Super, je suis vraiment ravie aussi, puis merci de cet accueil enthousiaste. Tu le sais, à pas sorti du bois, la première question est toujours la plus difficile. Qu'est-ce que tu bois ce matin? Est-ce que tu as quelque chose? On est le matin, fait que d'habitude, c'est de la bière au podcast, mais là, moi, de mon côté, j'ai un café. Toi, est-ce que tu as quelque chose à boire de ton côté? De De l'eau. C'est parfait. Moi, toi, mon hydratation. ben, Il c'est faut quand parfait, même, hein, avec le projet qui s'en vient pour toi cette année, c'est bien on s'hydrate d'avance. oui, tout à fait. Puis d'avance, oui et non, dans le sens où quand même avec le projet qui s'en vient, je cours presque à tous les jours. Oui, c'est ça, hein? Donc, c'est sûr que d'être correctement hydraté chaque jour, je pense que c'est quand même une des priorités dans mes journées. Tout à fait. Moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire de café pour le podcast, donc je les remercie, Capic 1 Expédition, pour ce Sahara Sunrise, donc un café inspiré du Sahara, je suppose. Donc, santé à toi, puis bon début d'année. Merci, toi aussi. Donc, j'ai le goût qu'on commence à la base avant qu'on parle de ton projet de cette année. Parle-nous de toi, de ton parcours, autant personnel que professionnel, comment la course est arrivée dans ta vie. Dresse-nous un portrait de qui est Sandrine Mathias. Je te dirais que la course est arrivée dans ma vie probablement au début de la quarantaine à peu près. Mes enfants étant plus vieux, je me suis cherché un petit peu, j'ai cherché un petit peu ce qui me faisait du bien, ce que j'avais envie de faire comme activité. Et après avoir passé les 20 dernières années, les 20 années précédentes plutôt, à m'occuper de mes enfants et de leurs activités à eux, là, c'était du temps pour moi. J'ai vraiment tripé sur la course à pied pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quand même quelque chose de très facile et de très accessible en n'importe quand. Sans avoir beaucoup de matériel, tu sais, surtout quand on débute, après ça devient autre chose là, mais Oui, quand c'est ça. la course C'est ça à que j'allais pied, dire. Quand j'ai vu les courses que tu as complétées, je me dis, c'est vrai que c'est facile au début. C'est vrai que c'est facile à entrer dans un horaire. Ça l'est toujours. C'est un des sports on met les espadrilles, on sort de la porte, on revient. Il n'y a pas de trop de préparation logistique autour. Mais bon, quand on se met à faire de la longue distance, ça prend un petit peu plus de matériel. un petit peu plus de matériel, ça devient un petit peu plus coûteux, mais bon, au départ, une paire d'espadrilles, puis hop, le tour est joué, effectivement, ça se glisse facilement dans un horaire. Puis ce que j'aime beaucoup,
c'est que ça peut se pratiquer tout seul. Donc, on a besoin de personne. Là, c'est un moment, j'ai envie d'y aller, ben, je peux y aller. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire en groupe. Et c'est quand même un des rares sports, j'ai l'impression, en tout cas, à ma connaissance, où on peut vraiment mixer ça et pouvoir en tirer les bénéfices qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je peux autant faire du social avec, grâce à la course à pied, en même temps que trouver des moments beaucoup plus d'introspection avec moi-même. Donc, la course à pied a commencé à faire partie de ma vie à ce moment-là. Au début, peut-être plus la course sur route, mais assez rapidement, la course en sentier. J'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur de le fait de m'obliger à sortir dans la nature, à sortir en sentier. Et ça a été, je me suis rendu compte que c'était vraiment très, très bénéfique pour mon moral. Mhm. J'avais peur au début, je viens de France, donc c'est sûr que ben, je suis un petit peu moins habituée aux hivers canadiens. Ouais. Ça fait combien de temps, Et excuse-moi, je te coupe, ça fait combien de temps que tu es au Québec? ben, ça fait 16 ans maintenant, bientôt 17, OK, pardon, 17 ans cette quand année. même. 17 ans. Mais ça reste effectivement, pour moi, sortir à -30, c'est comme pas nécessairement, surtout si on allait courir, c'est pas nécessairement naturel. Mais je pense que Euh, même pour les gens qui sont ici, c'est pas naturel pour personne initialement, puis on finit par trouver des trucs, je te rassure là-dessus. exact. On finit par trouver une façon de s'habiller, de se préparer, de se motiver aussi beaucoup. Puis je pense justement qu'avec la course en sentier, ça m'a permis vraiment de pouvoir de pouvoir m'adapter réellement à cet environnement qui est quand même un petit peu hostile, hein, faut dire ce qu'il y a. L'hiver au Québec, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus tentant au début quand on est chez nous à l'intérieur, de se dire oh on allait faire une petite course. Bon, mais ça m'a vraiment permis d'apprivoiser en fait cet environnement un petit peu hostile, justement en découvrant des choses que je trouve absolument magiques, magnifiques. Je peux faire des sorties des fois l'hiver à -30 et puis avoir un trip total, des sorties à la frontale où je suis toute seule dans la montagne, puis c'est vraiment, vraiment cool. Donc, je pense que ça m'a vraiment rendu accro à cette Ouais. activité-là. C'est vraiment le fait d'aller le faire en nature qui fait que ça me faisait énormément de bien. Puis des fois, de Euh, sortir de sa zone de confort, ça prend un peu de courage, ça prend un petit coup de pied au cul, mais quand on sort de sa zone de confort, c'est là qu'on retrouve un plaisir nouveau, c'est là qu'on découvre des choses. Je t'entends parler de sorties hivernales dans des environnements hostiles, de seul dans la forêt, à la frontale. Euh, la première fois qu'on se dit, OK, je vais aller tenter ça, moi, aller courir de nuit avec une frontale, c'est peut-être que ça devient banal avec le temps pour les gens qui écoutent, que ça fait 10 ans qu'ils font du trail, mais la première fois, rappelez-vous, c'est quand même challengeant. Il y a une sortie de zone de confort, mais on trouve beaucoup de plaisir dans ces moments-là où on sort de notre zone. En fait, très souvent, c'est les moments où ça me sort le plus de ma zone de confort. Paradoxalement, c'est très drôle parce que paradoxalement, c'est les moments les plus magiques. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce que le cerveau se prépare tellement à vivre quelque chose d'exigeant, de difficile, que finalement, il s'était tellement préparé à quelque chose de terrible que c'est juste magique ce qui en sort de là. Ouais. Puis, effectivement, c'est les moments où tu parlais tout à l'heure de se mettre un pied au derrière, là, mais c'est souvent les moments où je me botte le cul le plus que je vis les choses les plus fantastiques quand je me retrouve ensuite dans cet environnement-là. Ouais, puis tu le Donc, disais, l'hiver, oui, ça peut être difficile la motivation quand tu es au chaud à l'intérieur avec un bon café, puis tu regardes à l'extérieur, tu te dis, bon, faudrait que j'aille courir, dans le sens que c'est mon sport, j'aime ça, mais là, il fait -15, -20, il neige de côté tellement qu'il vente. Est-ce que j'y vais? C'est de sortir de la porte, c'est de mettre les espadrilles, puis d'ouvrir la porte, puis de partir qui est plus dur parce que c'est rare qu'on regrette une course. En tout cas, moi, ça fait 13 ans que je cours, je crois. J'ai jamais regretté une course. complètement. Puis une fois que tu y es, il y a comme quelque chose, et même des fois où j'ai du mal à rentrer. Je veux dire, c'est comme, euh, c'est comme tellement magique Mhm. que j'ai du mal des fois à me dire, bon, bah là, maintenant, ça y est, c'est 2, 3 heures, 4 heures, c'est le temps de Faudrait que je rentrer. rentre. Est-ce que tu te Ouais. rappelles la première fois que tu as fait du trail, la première séance de trail-là? Parce que tu disais, bon, la course, d'abord la route, ensuite le trail rapidement.
Est-ce que tu te rappelles de cette première fois-là? Oui, ben en fait, c'était effectivement à 10 kilomètres au Montfort. Je m'en souviens très bien. Puis, mon coach de course de route n'était pas content du tout parce qu'il disait, bah là, très, vous allez me péter les chevilles. Oh, OK. Donc, il fallait qu'il y aille, reste en cachette parce que je sentais que je dénotais un peu du restant de mon club en allant dans les sentiers. Puis, je menaçais finalement ma capacité à pouvoir ensuite faire des demi-marathons, des choses comme ça. Puis, bref, j'ai eu... donc ça a été ma première course. Puis, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis, en fait, j'avais jamais fait plus d'un demi-marathon sur route. Et j'ai eu la piqûre. Puis là, je me suis inscrite à un 24 heures de trail. Pourquoi pas? Donc, pourquoi pas en me disant, bon, à 24 heures, finalement, je prends pas trop de risques parce que, étant donné que le plus long que j'ai fait, c'est un demi-marathon, au pire, je vais être capable de faire un demi-marathon, donc probablement une vingtaine de kilomètres. Puis bon, bah, étant donné que le 24 heures, lui, il va finir, bah, quelque part, j'aurais fini la course. Ah oui. Bon, et ça, c'était la Pandora. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais la Pandora, donc la première édition en 2014. Et j'ai fait 100 kilomètres à Wow. cette première édition-là. Donc, c'est vraiment une surprise, même pour moi, là, parce que Ouais. moi, j'ai aucune idée que j'étais capable de faire ça. Là, vraiment aucune. Puis, tu m'aurais dit d'ailleurs de m'inscrire probablement même à un 30 kilomètres de trail. Je ne me serais jamais inscrite là, parce que Ouais. je suis capable. Donc, donc oui, puis ça a été vraiment l'événement révélateur pour moi, je crois. Faire un 24 heures de trail, je me vois encore charger mon stock dans la voiture, dire à mon fils, je pars faire une course, il me regarde, il me dit, tu déménages ou quoi? C'est parce que ma voiture traînait, tu sais. Puis oui, je partais pour un 24 heures de course et c'est ça, c'était vraiment toute une aventure. Et j'ai vécu toute une aventure. Et là, je pense que j'ai eu vraiment la piqûre de l'ultra quasiment en même temps qu'en rentrant dans le sentier, finalement, en Ouais. rentrant dans le monde du trail, je me suis retrouvée dans l'ultra vraiment à ce moment-là. Puis, j'en ai fait quelques-uns au cours de toutes ces années-là. J'en ai fait au Québec, j'en ai fait en France également. Euh, Ça a toujours été des courses fabuleuses. Moi, je dirais, un de mes plus beaux moments de ma vie, c'était le Grand Raid des Qatars en France, puis c'était 187 kilomètres. Et puis c'était dans la tête des gens quand tu dis que c'était un des plus beaux moments de ta vie. Oh là là, ça a dû être top. Mais oui, c'était top, mais en même temps, ce que tu vas chercher à l'intérieur de toi, ce que tu contactes dans ces moments-là, il n'y a que dans ces moments-là que tu vis ça. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Tu parlais tout Hey, à l'heure de sortie de zone de confort. Puis en fait, c'est quand on sort de cette zone de confort qu'on arrive dans la zone de magie. Là, il y a quand même oui. une image qui le dit beaucoup. Mais c'est complètement, c'est exactement ça que tu vis dans le trail. Puis c'est qu'on vit tout Euh, plus intensément, je pense, parce qu'on vit en carence de plein de choses. Quand on fait une épreuve qui nous sort de notre zone de confort, qui repousse nos limites, que ce soit un premier demi-marathon de montagne comme un 187 km, dans tous les cas, on sort de la zone de confort, on se met à être en carence de plein de choses, on se met un peu en danger, entre guillemets. Là. C'est pas un danger extrême, mais je veux dire, on n'est pas assis devant la télévision, dans notre divan. Tu sais, on est en train de faire quelque chose qui nous challenge, puis on dirait qu'à ce moment-là, le cerveau s'ouvre, il y a des sensations qui sont différentes, il y a une hypersensibilité. Je ne sais pas si ça te fait ça, mais tu sais, on est seul en forêt ou on est avec d'autres gens, puis c'est quelqu'un que ça fait 5 minutes que tu côtoies, puis tu fais tu as des discussions profondes parce qu'on tombe vite là-dedans, puis les sensations, les odeurs, on est hypersensible. Peut-être parce qu'il doit y avoir une explication sociologique, physiologique à ça. Moi, de mon côté, j'ai pas les compétences, fait que je fais juste dire qu'on est hypersensible et on sent plus les choses, mais il doit y avoir une explication à tout ça, mais ça crée des moments qui sont magiques. et on sort complètement de ce qu'on connaît de soi. Je veux dire, on se met jamais dans ces zones-là, dans la vie de tous les jours, dans notre maison. On a juste à ouvrir le frigo pour avoir de la bouffe. Je veux dire, on appuie sur le bouton du radiateur pour monter la chaleur. Donc, c'est des choses qu'on ne connaît pas de soi. Et je pense que ça, et ça, tu as complètement raison, c'est pas du tout une question de distance parce que c'est vraiment une question de dépassement de soi. Ouais. Et le dépassement de soi, il est propre à chacun dans le sens où ben, l'aventure que je vais te raconter aussi, elle est quand même très parlante à ce niveau-là, mais euh, c'est un petit peu ça, c'est on se met soi-même dans un mode d'aventure, chose que dans la vie de tous les jours,
on ne fait pas. C'est plus Et, difficile. et je pense que c'est vraiment ça. Tu parlais également de liens qui se créent avec des personnes qu'on connaît pas. Tu sais, il y a comme pas de filtre Ouais. dans le bois. Et puis, il n'y a pas de... C'est un des sports aussi, c'est ça que j'aime dans le trail également, c'est que c'est pas tant une question d'équipement, donc c'est pas tant une question de moyens, donc c'est pas tant une question de qui tu es, comment tu gagnes ta vie et qu'est-ce que tu gagnes dans la vie. C'est vraiment une question de quel humain tu es et qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'effectivement, tu peux te retrouver à courir avec des plombiers, avec des médecins, avec des mécaniciens, avec quelqu'un qui fait le ménage dans un hôpital, avec peu importe qui, avec une infirmière, avec peu importe qui tu es, puis ça a comme plus aucune, plus aucune signification, plus aucun intérêt finalement Ouais. euh, quand t'es dans cet environnement-là, parce que ce qui nous relie tous dans cet environnement-là, c'est la connexion avec la nature, c'est la connexion avec quelque chose de soi qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut vivre encore une fois dans notre quotidien. Donc, Ouais, puis c'est des gens qui partagent des valeurs profondes, comme tu le dis. Et oui, nécessairement, si on aime aller jouer dans le bois, c'est qu'on a un souci de l'environnement qui nous entoure, d'avoir un impact positif pour la nature. Mais la communauté trail, c'est ce qui est beau dans ce que tu viens de décrire aussi, c'est que même au-delà des coureurs, des coureuses, ceux qui sont sur le parcours, c'est que tout le monde qui gravite autour de cette communauté-là, que ce soit bénévole, organisateur, peu importe, name it, ben, c'est tous des gens qui, on dirait, c'est comme, mais tu croises quelqu'un dans une autre sphère de la vie, puis tu sais que c'est quelqu'un qui court en sentier, puis tu as immédiatement une connexion sans avoir besoin de te parler, puis sans avoir le même background socio-économique, blablabla. Tout ça, on le piche par la fenêtre, puis ce qui est tu sais, ça devient une connexion basée là-dessus. Puis on dirait qu'on partage quelque chose sans se connaître. Puis ça, c'est ça qui est beau aussi. C'est ce qui fait que peu importe qui tu suis ou qui te suit derrière dans une course, tu te mets à jaser. Moi, c'est jamais arrivé que j'ai une discussion, mais j'ai fait ah, cette personne-là, ça clique pas. Tu es dans le bois en train de faire quelque chose d'un peu fou. C'est sûr que tu vas cliquer, puis c'est sûr que tu vas dire des niaiseries, puis ça va prendre 5 minutes, puis tu as partagé des choses qu'on partage peut-être même pas dans la vie avec nos meilleurs amis puis nos conjoints complètement. conjointes, là. Complètement. Non, non, ça, c'est vraiment un des aspects qui, moi, me fait vraiment triper, justement, quand je suis dans le bois. Et puis, en même temps, j'ai des moments seuls avec moi-même parce que tu peux être dans une course aussi tout seul. Ça m'est arrivé pour mon ultra Ben oui. récemment. J'ai pas mal fait toute seule, là. Mais, euh, mais donc, oui, tu peux être toute seule des longues heures. Puis, ça, je veux dire, ça reste que le cerveau en temps normal, tu peux être tout seul dans la vie de tous les jours, là, mais ton cerveau, il continue à rouler, on continue sur tes problèmes, sur tes... or, là, tu peux avoir le cerveau qui se met comme dans une espèce de déconnexion totale, puis ton seul objectif, c'est d'avancer un pied après l'autre. Point, tu sais, puis il Ouais. y a comme plus, puis tu passes des heures comme ça, c'est ultra méditatif, et je médite aussi dans la vie, là, mais je retrouve vraiment ce genre de vécu-là très, euh, très profond à Ouais. l'intérieur de soi, dans le sens où il n'y a pas de, euh, j'ai pas d'attente par rapport, j'ai rien à faire en fait, Ouais. voilà, à avancer. Et ça devient quand même quelque chose d'assez cool et d'assez ben, bon, je Ouais. pense, même pour la santé mentale. Euh, Puis le, voilà. le cerveau va à différents endroits selon le contexte de vie dans lequel tu es présentement. À des moments, tu sais, moi, la découverte du trail a été un moment plus difficile de ma vie. Donc, ça m'a amené quelque chose d'extrêmement positif. Ça m'a raccroché à de quoi de vraiment. Ben, raccroché, je veux dire. Ça allait pas si Oui, mal, mais bref, je vivais des épreuves. Le trail est arrivé, ça a été un moment pour me mettre corps et âme là-dedans, pour penser à autre chose. Puis ça a été bénéfique fois 1 million. Et à d'autres moments, tu sais, il y a des défis professionnels dans la vie. Tu te dis, OK, il y a des problèmes au boulot, il faut que je règle des. Tu sais, moi, c'est déjà arrivé de partir courir avec un problème en tête en me disant, dans une heure et demie, je reviens, puis j'ai une solution. Puis ça arrive toujours. Et à d'autres moments, ton cerveau part à des endroits, des délires, t'es seul au monde dans le bois, puis tu te crées des scénarios, tu te crées un environnement autour de toi, puis tu t'inventes des histoires. C'est beau à quel point le cerveau peut aller vraiment partout. Puis des fois, tu reviens, puis ma blonde me demande, puis comment c'était, puis tout. Puis tu sais, tu dis, j'y pensais à rien.
J'ai sorti de la porte et j'ai un vide total jusqu'à là maintenant. Et d'autres moments, tu reviens, puis moi, ça arrive que j'arrête, puis je prends les notes dans mon cellulaire parce que je viens d'avoir une idée pour le podcast, je viens d'avoir une idée pour le travail, je viens d'avoir une idée pour un jeu avec le petit. Peu importe, c'est fou à quel point la course a un impact sur le cerveau de différentes façons complètement, selon la journée, selon l'état d'âme, selon la situation. Tout à fait. Puis je te dirais que un petit peu comme toi, moi aussi maintenant je sors avec mon cellulaire. Avant je le prenais jamais. Maintenant je le prends juste pour être capable de m'enregistrer quand j'ai des idées, parce que sinon je me dis, hey, à un moment donné j'ai été rendue à me répéter pendant tout le reste de ma course Oui. pour qu'on des idées. Puis là je me disais, hey, c'est quand même moche. Donc là maintenant je prends mon cellulaire, pas du tout pour la connexion parce que justement je n'en veux pas pendant ce temps-là. Mais par contre, ça me permet de pouvoir avoir accès à mon dictaphone, puis j'enregistre les idées qui me viennent. C'est effectivement très, très fréquent aussi que je pars. Je pars souvent au courant de mes journées de travail. Donc là, je décide que, OK, j'ai un trou qui me permet de pouvoir sortir. Hop, je pars. Je pars pas nécessairement avec l'idée que j'ai tel problème, tel problème, tel problème à régler. En fait, je pars avec l'idée que, OK, je ferme tous les problèmes, l'ordinateur Ouais. est fermé. Là, c'est du temps pour moi, je m'en vais. Et c'est malin le nombre de fois où je reviens, puis j'ai 15 solutions à Ouais. un problème que je tournais en rond depuis X temps. Puis là, d'un coup, je m'en vais, puis j'ai comme plein d'idées qui m'arrivent. Donc, c'est vraiment, je pense que ça a créé réellement un espace mental qu'on peut difficilement créer autrement, ne serait-ce que parce qu'on est focus sur le sentier, sur ce qui se passe sous nos pieds, sur les roches, sur les racines, sur... Et pendant ce temps-là, on peut pas être en train de continuer à ressasser Ouais. nos mêmes problèmes, nos mêmes préoccupations. Et cet espace-là qu'on crée, ben, c'est fou parce que là arrive justement tout un tas d'idées que je n'aurais pas eu sans ça. Et une espèce de clarté aussi dans ma réflexion, dans mon cerveau qui s'installe, qui est complètement hallucinante. Mais puis, un petit peu comme toi, tu sais, tu parlais d'une période difficile. Moi, c'est vraiment ça qui m'a mis quand même, les enfants étant plus vieux, qui m'a mis sur euh, dans le monde de la course. Je dirais sincèrement, je n'ai pas de malaise à pouvoir qualifier ça de meilleur antidépresseur. C'est vraiment, c'est vraiment la course et la course en sentier en particulier, Ouais. par rapport à tous les effets de l'environnement, justement, au niveau du cerveau. Tu disais tout à l'heure, tu sais, les bienfaits physiologiques, il y en a réellement parce que j'ai fait un programme de deuxième cycle d'intervention contexte de plein air. OK. Puis j'avais choisi justement de pouvoir monter un programme qui était plus en lien à l'époque avec les futures mamans, étant donné que c'était la clientèle avec laquelle je travaillais comme infirmière. Mais j'avais dû euh, vraiment regarder au niveau de toutes les études scientifiques ce qui ressortait en termes de bienfaits de l'environnement de la forêt sur le corps humain, donc Ouais. au niveau du cerveau, mais même au niveau physiologique. Puis c'est complètement, ça pourrait être un sujet de podcast au complet, donc je n'entrerai pas là-dedans maintenant, mais c'est vraiment hyper hallucinant. Mais qu'est-ce Euh, que. Je sais qu'on a plein d'autres sujets, mais ça m'intéresse quand même de creuser un petit peu dans cette direction-là. Qu'est-ce qui fait, comment on pourrait résumer l'effet de la nature sur le cerveau humain? Qu'est-ce qui fait qu'on est si bien dans ces grands espaces-là, dans cet environnement-là? Tu sais, il y a quand même déjà le fait que au début des années 1900, je pense que c'est 1940 déjà, il prenait vraiment, en fait, il se servait de la chromathérapie pour pouvoir traiter les dépressions. Puis, justement, dans toutes les couleurs vertes, brunes, les formes longiligne, toutes ces choses-là auxquelles on est exposé de façon gigantesque hein, quand on est dans le bois, mais toutes ces choses-là ont des actions au niveau du cerveau et OK. un effet apaisant. Le fait que les formes, tu sais, elles sont pas toutes mêlées dans tous les sens, là, elles sont quand même très, très bien ordonnées, Oui, même c'est si vrai. la forêt reste la forêt, là, Beaucoup il y de a pas de... verticalité, les Oui, arbres. exactement, beaucoup de verticalité, beaucoup les troncs, oui, parce que je te le montre effectivement, mais on ne verra pas le podcast, mais oui, les troncs qui sont tous
enlignés comme ça, puis tout ce qui s'élance vers le haut, mais également les couleurs vertes et brunes qui sont très, très utilisées, qui Est-ce que étaient le très blanc utilisées aussi fait du bien? Parce que là, nous, en ici, il faut courir climat. 5 mois par année avec du blanc plutôt que du vert et du brun. Ben, c'est ce qui permet en tout cas de donner beaucoup plus de luminosité. On le Ouais. voit, tu sais, là, dans quelques temps, au mois de décembre, on n'a pas eu de neige. Ben, je pense que les gens, en tout cas sur le moral, moi, je vais parler de moi parce que j'ai pas fait d'études là-dessus par contre, mais pour moi, assurément, je trouvais ça plus dur parce que c'était gris. On n'est plus dans le vert de l'été, on n'est plus dans les couleurs chatoyantes, jaune, orangé de l'automne. On est dans, c'est marron, il n'y a rien, tout Ouais. est marron finalement, tout est brun. Et D'habitude, c'est donc, novembre qui est comme ça, puis décembre avec les premières journées de neige, la neige au sol, ça fait du bien. Puis là, cette année, on dirait que novembre a duré 2 mois, là. oui, probablement, ça ressemble un petit peu à ça. Puis par contre, dès que la neige tombe, ben, en tout cas, tous les coureurs de sentiers que je connais sont pas mal, vous voyez, on a un petit peu de neige. Donc, je suppose que la blancheur aussi, en tout cas, et clairement, le fait de la lumière, que ça réfléchit, la lumière du soleil, on en a déjà pas beaucoup, mais quand en plus, il y a déjà pas de soleil à la base, puis qu'en plus, il n'y a pas le blanc qui réfléchit un brin de luminosité, je pense que c'est plus difficile pour le moral. Ouais. Mais ça reste, par contre, une des beautés aussi de la course en sentier, puis de courir toute l'année, Ouais. c'est d'être capable de je dirais, de s'adapter à l'environnement, puis de s'adapter aux conditions telles qu'elles sont, sans nécessairement avoir besoin qu'elles soient différentes. Comme tout le monde, je me réjouis qu'il y ait de la neige, mais j'ai été courir au mois de décembre pareil, et puis Ben oui. bon, ben, j'ai vécu avec le fait qu'il n'y a pas de neige. On se motive autrement. On se motive autrement. Par contre, il a fait doux, tu sais, ça c'était cool aussi. On a pu courir au mois de décembre de façon quand même relativement confortable. Là. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est ça. Faut toujours voir le côté positif des choses, mais là, on est content d'avoir une belle couche de neige. En tout cas, ici à Québec, je sais pas, je veux pas parler partout partout en province, mais ici, on a vraiment une belle neige. Les sentiers ont un bon fond. Ça fait vraiment du bien. là aussi. Donc, non, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien. Donc, le blanc, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu dans les études que j'ai vu passer, mais en tout cas, le fait de ce que j'en comprends, que ça réverbère la lumière, je pense que ça devient, puis on le voit, ça devient quand même plus éclatant quand tout est blanc que quand tout est brun au sol. Ouais. Donc, donc Puis est-ce voilà. que, je pose une dernière question, après ça, on poursuit, mais ça m'intéresse vraiment l'effet de la nature sur le cerveau humain. Est-ce que les odeurs aussi contribuent? Parce que il y a des odeurs qu'on ne sent que dans la forêt. Puis, en tout cas, moi, je le sais que c'est une odeur que j'adore, mais c'est parce que ça me ramène quand j'étais jeune, puis les petites randos en forêt avec la famille et tout. Mais est-ce qu'il y a un effet aussi avec ce sens-là? Je te dirais qu'il y a un effet à de multiples niveaux, même les phytoncides au niveau des arbres, tu sais, qui vont avoir un effet, qui vont diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la, on va couper ce bout-là. Donc, je reprends. Diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la fréquence respiratoire, diminuer la pression artérielle. Donc, tu sais, Ah tout ça, ouais? là, c'est pas du délire, puis c'est pas est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas, est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien en forêt. C'est n'importe qui s'immerge dans un contexte de nature, de forêt, va ressentir ces bienfaits-là. Donc ça, c'est vraiment au niveau physiologique. Puis ça fait quand même quelques années maintenant qu'on commence à en parler là. Mais oui, c'est vraiment, en tout cas, moi, quand j'ai découvert ça dans mes études en 2016-2017, j'ai vraiment halluciné parce que ça venait donner vraiment une corrélation plus scientifique à ce que je vivais, dans le Ouais, c'est sens où, ça. je te dis tout à l'heure, pour moi, c'est le meilleur antidépresseur, mais en fait, je me disais, bon, ben, c'est parce que moi, ça me fait du bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Mathias, le bois, ça lui fait du bien. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus grand que ça. Puis, effectivement, c'est quelque chose qui fait du bien, peu importe à qui, en autant que tu passes du temps en nature. Puis peu importe la façon, là, nous, on parle ici de course en sentier parce que c'est le thème Complètement. du podcast, mais ça peut être de la Ça peut rando, être peu, une peu importe marche le niveau, là. lente, ça peut être exactement, tu sais, ça peut être une marche très très lente. Quand on parle des bains de forêt de Shinrin-yoku au Japon, qui est la pierre angulaire de la médecine traditionnelle depuis plus de 30 ans au Japon, les bains de forêt, c'est à peu près, on parcourt quoi, 2 kilomètres gros max en 1 heure. Donc, tu sais, on n'est pas du tout dans de la Non, performance c'est là. ça.
on est vraiment au contraire dans le fait de pouvoir prendre du temps, de pouvoir complètement s'immerger dans cet environnement-là, puis en ressentir tous les effets, tous les bienfaits. C'est vraiment hallucinant. Donc oui, sur le cerveau, mais également sur la physiologie, comme on vient de parler, c'est quand on parle de fréquence respiratoire, de fréquence de pression artérielle, de fréquence cardiaque. C'est pas le cerveau là, qui contrôle ça. Non, c'est ça. Ah, c'est Donc, vraiment extrêmement intéressant. C'est des choses qu'on ressent, mais c'est le fun de voir que la science supporte ça, que c'est pas juste un effet du cerveau que la nature a sur nous. Euh, Maintenant, avant qu'on embarque dans ton projet 2024, il y a une portion qui est intéressante aussi, c'est ton parcours professionnel d'entrepreneuriat, d'infirmière clinicienne. Puis on va voir que tous ces sujets-là vont converger vers ce projet-là que tu as, mais parle-nous de ton parcours professionnel. ben, je te dirais que 2019, donc je suis une infirmière clinicienne depuis un long moment. Puis 2019, j'ai décidé de quitter le réseau de la santé, de partir une compagnie de soins de santé, donc avec un service de soins à domicile et un service de placement de personnel dans le réseau de la santé. Et donc, je faisais du placement dans le réseau de la santé 24/7. Donc, ça, ça veut dire que ben, ma compagnie, elle ferme jamais. Tu sais, que ça soit Noël, le jour de l'an, le week-end, la nuit, le jour, peu importe quand, ma compagnie, elle fermait jamais. Puis au début, j'étais toute seule dedans, donc forcément, ben, c'est toi qui gères ça en continu. Donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que, ben, en fait, je me suis rendu compte, non. Assez rapidement, j'ai délaissé ce qui était important pour moi, pour me consacrer totalement à cette compagnie-là que j'avais décidé de partir. Déjà, je partais d'une compagnie avec un gros syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que je suis une infirmière clinicienne, j'ai pas du tout grandi dans un milieu d'entrepreneurs, donc me lancer là-dedans à 47 ans, 48 ans, c'est sûr que je me disais, euh, parce que t'es qui, toi, pour pouvoir penser que tu peux être une entrepreneur. Donc, déjà, je pars en affaires avec cette idée-là en arrière de la tête ou cette perception de moi en arrière de la tête. Puis, c'est sûr que je partais avec l'idée, moi, ce que je connaissais de l'entrepreneuriat, c'est bon, ben, tu sais, oui, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir Ouais. rendre une compagnie euh, pérenne. Donc, et puis en même temps, ben, quand c'est un choix que tu fais, ça vient avec des avantages à terme. Mais pour le moment, ben, ça vient en fait, j'ai fait ce choix-là pour ma liberté. Je trouvais que justement dans le réseau de la santé, je manquais un petit peu de. Ouais. C'est important pour moi. La liberté, c'est une valeur très très importante. Donc, je me suis lancée en entrepreneuriat pour cette valeur-là. Puis finalement, dans les premières années, je me suis rendu compte, je m'excuse, dans les premières années, je me suis rendu compte que j'avais parti ça pour ma liberté, mais en fait, j'ai jamais eu aussi peu de liberté de toute ma vie, C'est l'effet comme opposé, là. complètement, comme lançant en affaires. Mais en même temps, comme c'était le choix que j'avais fait pour moi, il fallait vraiment que j'assume ce choix-là. Puis ça venait avec, ça faisait partie de la game, je dirais. En tout cas, c'est vraiment la notion que j'en avais. Donc, il fallait que je me dévoue corps et âme à cette compagnie-là. Puis, ben, bien évidemment, quand tu essayes de grossir une compagnie, puis que tu mets tout ton temps, toute ton énergie là-dedans, la dernière personne pour qui tu gardes de l'énergie, c'est pour toi-même. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais de plus en plus d'employés, puis toute mon énergie, tout mon temps, tout mon investissement, je le mettais pour ma compagnie, je le mettais pour mes employés. Mais Sandrine Mathias, elle avait pour ainsi dire, plus de place en C'est en fin arrière. de ligne, là. Tu sais, souvent, Oh oui, on entend à tort que les entrepreneurs, tu sais, on voit les histoires à succès, puis on voit les entrepreneurs, ils font de l'argent, ils se versent des gros bonus. On entend des fois ça à travers des branches, à travers les radios à Québec, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, euh, mais quand tu côtoies les entrepreneurs, tu te rends compte que c'est complètement l'opposé, puis c'est tout le monde qui vont passer avant dans ton entreprise parce que tu veux préserver tes employés, tu veux prendre soin de ta clientèle, de tes employés. L'entrepreneur en bout de fil, en bout de ligne, il est le dernier.
puis il reste rarement quelque chose à la fin. Puis ça, c'est quelque chose qui est vrai pour la majorité des entrepreneurs. Tu sais, pour les histoires à succès où on entend quelqu'un qui vend son entreprise à Apple puis qui repart avec des millions, il y a des 99,9% d'entrepreneurs qui ont une histoire qui peut ressembler à la tienne en ce moment, tu sais. Probablement, tout à fait. Puis effectivement, tu te dis que tu prendras du temps quand il en restera pour toi, mais en fait, il en reste juste jamais quand tu as une entreprise, parce que quand tu as une entreprise, c'est comme tout le temps, puis ça s'arrête jamais Ben, c'est finalement. ça. Est-ce que dans Euh, ces années-là, tu disais que tu courais depuis en trail depuis bon, plus d'une dizaine d'années, est-ce que 2019-2020, ça a été des années difficiles pour trouver le temps de courir? j'ai totalement arrêté de courir. Complètement. Ah ouais. Complètement. Ah oui, oui, oui. Ben, en fait, une fois ou deux, j'ai pu mettre mes running shoes, puis je suis partie courir, mais je n'étais même pas rendue au bout de la rue, que là, j'avais une catastrophe à gérer. Il fallait que je revienne, que je m'enlève tout le stock. Je me suis mise Ah comme une ouais. grade, là. Tout le stock que j'avais mis, puis là, je me disais, ah non, le mieux, là, ça fait même de plus jamais partir, parce que partir avec l'idée que ça se peut que dans 2 minutes 30 il va falloir que tu fasses demi-tour et que tu reviennes à la maison pour gérer la catastrophe. Ouais. Au final, ben, tu t'arrêtes de partir tout simplement. Puis j'ai totalement arrêté de courir. À un moment donné, j'ai eu quelqu'un avec moi dans ma compagnie. Donc je me suis dit, je pense que c'était en 2021, quelque chose comme ça. En tout cas, je me suis dit, ah super, je vais recommencer la course à pied. Puis on était en janvier, puis ça c'était ma résolution de janvier. Pour septembre, je m'étais inscrite au Beluga Ultra OK. Trail en me disant c'est un 45 km. Bon, j'ai pas beaucoup le temps de courir, mais tu sais, 45 quand même, je devrais arriver à courir un peu, à me préparer Ouais. pour être capable de faire cette course-là. Au final, on est arrivé le jour du Beluga Ultra Trail. Je n'ai pas pu faire une seule course dans mon année entre le mois de janvier et le Ah mois de ouais. septembre. Je suis arrivée sur la ligne de départ, puis là, j'ai dit, bon, ben, maintenant que j'ai pris mon week-end, tu sais, je vais y aller. Mais je vais probablement courir juste 1 kilomètre. Puis, ben, regarde, j'avais regardé où est-ce qu'il y avait des points de sortie Ouais. éventuellement pour pouvoir rentrer. Puis, bon, au final, j'ai couru, mais ça, c'est parce que j'ai la tête dure. J'ai couru le 45 kilomètres au Tu l'as pas au complet. complet? Mais finalement, j'ai fait 45 kilomètres dans l'année en une fois. C'est tout. Aïe, ben, c'est drôle parce que ça revient un peu à ton histoire du Pandora où Oui, on voit la force mentale. Puis après ça, quand j'ai vu que tu avais terminé cette année le Bromont Ultra, je me suis dit, OK, ouais, force mentale, oui, c'est le Bromont Ultra, ben, tout 100 000 est exceptionnel à terminer, mais dans des conditions comme cette année, c'était assez extrême. Mais là, quand j'entends que un demi-marathon était ton plus long, puis finalement, tu fais 100 km dans une course 24 heures. Beluga, bon, c'est les seuls 45 km de fait de toute ton année. On se dit, OK, il y a une force mentale, aucun doute là-dessus, hein? probablement. Oui, L'acharnement aussi. en même temps, voilà, mais tu sais, on parlait tout à l'heure de l'entrepreneuriat, mais tu sais, ça vient avec aussi, puis sincèrement, sans ça, là, je serais plus là aujourd'hui à l'heure qu'il Ouais. est, je serais plus là en tant qu'entrepreneur. Mais si tu avais le Euh, syndrome de ça- l'imposteur au début en 2019, je pense que les histoires que tu viens de raconter des premières années de ton entreprise, clairement, t'as pas. Est-ce que le syndrome d'imposteur est encore là? Parce que moi, on dirait que je le reçois, ton histoire. Je me dis, OK, c'est exactement toutes les caractéristiques d'un entrepreneur, là. je te dirais, je me vois quand même surmonter les obstacles, puis clairement, de moins en moins, c'est quand même quelque chose qui m'habite en me disant que euh, c'est, je vois quand même ce que j'arrive à accomplir à la dure souvent, parce que tu parlais de l'image de l'entrepreneur, effectivement, qu'on se fait, puis qui est vraiment la personne, liberté totale, pleine de cash, et puis, bon, tu sais, Qui travaille ça quand il reste veut et tout ça. oui, exactement. Il travaille quand il veut, puis il se paye ce qu'il veut. Puis, tu sais, je disais tout à l'heure, là, Sampling Mathias, elle était tout en bas de la liste, donc ça se rendait jamais là. Mais, tu sais, même en termes de salaire, là, le salaire, c'est ce qui rentrait dans la compagnie, ça partait à mes employés, ça Ben, partait c'est pas à moi. ça. C'était. Donc, en termes de disponibilité aussi, je veux dire, la disponibilité que j'avais pour eux en priorité, je l'avais jamais pour moi. En fait, il n'en restait plus pour moi, mais pour moi, c'est important de l'avoir pour eux. C'était le choix que j'avais, ça allait avec le choix que j'avais fait dans ma tête à moi. Aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire que justement, après avoir vécu un certain nombre de défis, et notamment, je me retrouve en 2022, ben, j'avais un comptable sur qui je me fiais pour faire la comptabilité.
syndrome de l'imposteur. Moi, je me disais tout le temps dans ma tête, et moi, je suis juste une infirmière, tu sais, donc bon, il y a des parties dans ma compagnie clairement qui m'échappaient. Puis, tu sais, ayant ce syndrome de l'imposteur, quand j'ai débuté ma compagnie, je me suis inscrite dans un programme à HEC, dans un DESS en gestion de PME, je pense, quelque chose OK. comme ça. En me disant, ça me prend quelque chose, là, ça prend que j'apprenne à gérer une compagnie parce que je sais pas gérer une compagnie. J'ai toujours géré mon travail à moi en tant qu'infirmière, mon travail à moi sur le terrain, mais je n'ai jamais géré le travail des autres Ben déjà, oui. et encore moins une compagnie avec tout ce que ça représente et tous les domaines dans lesquels il faut être capable de naviguer. Donc, j'avais confié la comptabilité à quelqu'un, puis ben, pour moi, dans ma tête à moi, cette personne-là avait les diplômes, donc quand elle a les diplômes, elle sait faire le travail. Et bon, ben, clairement, non, ça va pas toujours avec. Ça aussi, ça a changé beaucoup ma vision de la légitimité dans certaines de nos actions, parce qu'effectivement, moi, je me croyais pas légitime d'être entrepreneur, mais lui, je le croyais légitime d'être comptable. Mais bon, ça a l'air qu'en tout cas, j'avais pas mis la légitimité au bon endroit parce que finalement, arrive la fin d'année financière de ma compagnie. Là, il y a la firme comptable qui rentre dans les comptes de la compagnie, puis qui regarde tout ça, puis qui me dit, oh my God, c'est parce que mais pas du tout où vous pensez que vous êtes là, Ah tu sais. ouais. Oui, donc je me croyais dans une entreprise que j'avais amenée à être profitable, à une entreprise qui faisait plusieurs centaines de milliers de dollars. C'était plus du tout la même affaire. Puis là, ça a été une grosse claque. Bien sûr, mon syndrome de l'imposteur a reflambé en me disant, bah, là, tu sais, déjà que t'étais pas, qui t'étais pour te dire entrepreneur, puis clairement, ta compagnie est au bord du gouffre. Il a fallu que je prenne des très gros prêts pour être capable de payer peut-être qu'on avait un Revenu Québec, tout ça. Donc, des très gros prêts qui étaient sur mes épaules à Ben moi. oui. Puis ça, c'est venu avec un niveau d'anxiété. Pour moi, la fille salariée dans la fonction publique toute sa vie, Oui, là, c'est se ça. retrouve avec des dettes comme ça sur les épaules. Aucune idée de comment je vais être capable de les rembourser parce que justement, tant que j'avais un salaire dans la fonction publique, c'est quand même assez facile de calculer tes rentrées d'argent. Oui, c'est Mais ça. là, j'en ai plus, là. Puis je sais même pas si je vais être capable de remonter ma compagnie. Donc, entre-temps, j'avais embarqué une partenaire aussi avec moi, donc la culpabilité aussi d'avoir embarqué quelqu'un dans quelque chose qui était Ouais. finalement pas fonctionnel, en tout cas pas au niveau où on pensait. Et là, j'ai dit à ma partenaire, je dis, écoute, les deux, on a dit, OK, parfait, on se retrousse les manches, parce qu'on n'a pas de choix, j'ai des prêts énormes sur les épaules. Donc, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose avec ça. Donc, on va travailler, on va faire tout ce qu'on peut pour remettre la compagnie sur les rails. Mais je dis là, moi, je passerai pas au travers de ça. Tu sais, j'avais tellement tout donné dans cette compagnie-là, tout mon temps, toute mon énergie, tout mon intérêt, toute ma passion, que au final, ben, cette compagnie-là était menacée, mais c'était tout le reste qui était menacé, mes passions, mes intérêts, puis qui ils étaient finalement, tu sais. Ben Donc, oui. je trouvais ça vraiment difficile. J'ai dit, ben, moi, je passerai pas au travers. Il faut que je prenne soin de moi. Puis la meilleure façon pour moi de prendre soin de moi, c'est de mettre mes running shoes puis de retourner courir. Et je dis là, il fallait que je vive avec la culpabilité que ma compagnie allait mal puis que je décide de remettre mes running shoes. Donc là, je dis, regarde ce qu'on va faire. On va s'inscrire à un 160, comme ça, c'est sûr que, tu sais, je pourrais pas. Déjà, à 45, je me suis dit, j'étais capable de me pointer là, finalement, sans m'être préparée de l'année. Je me suis dit, bon, c'est sûr, un 160, je ne me rendrai pas au départ d'un 160 en n'ayant pas couru de l'année. Donc, ça va m'obliger à avoir un plan, puis un plan très régulier pour être capable de me repréparer à nouveau pour accomplir ça. Puis, j'ai dit, bah, on va inscrire la compagnie, en fait, au Bromo Ultra, qui est justement une course philanthropique où on peut faire une levée de fonds pour la cause qu'on choisit déjà. Puis également, on pouvait faire euh, deux choses, c'est-à-dire, moi, je m'inscrivais au nom de ma compagnie, mais en solo au 160, et j'inscrivais ma compagnie au 160 à relais. OK. Et on disait, ben,
les deux, on se mixe ensemble, on fait la levée de fonds pour la santé mentale au profit de la Fondation Douglas. Ça fait super du sens dans le contexte, là. Ah oui. Donc, il fallait absolument, ça devenait comme une obligation professionnelle au même titre que de faire les payes, que de faire les rencontres, peu importe le travail que j'ai à faire dans ma compagnie, mais au même titre que n'importe quelle autre tâche que j'avais à accomplir dans ma compagnie, il fallait que j'aille courir. Je me suis fait faire un plan, bien évidemment, parce que Ah c'est pas oui. du domaine. Je me suis fait faire un plan, puis le plan était, en termes d'importance, exactement au même niveau que n'importe quelle tâche dans ma compagnie. Et il fallait également donc que ma partenaire et certains membres de notre équipe, en fait, les membres qui formaient notre équipe du 160 à relais, eux, se mettent à la course à pied parce que notamment ma partenaire n'était pas du tout une coureuse au départ. Et donc, elle disait, ben, moi, je vais essayer de me préparer pour faire, il y avait des boucles de 6, tu sais, au Bromont Ultra. Ah oui. Donc, elle dit, ben, je vais essayer de faire au moins une boucle de 6, peut-être 2, mais elle, donc, elle a consacré son année à se préparer pour être capable de faire un 6. Moi, j'ai consacré mon année à être capable de me préparer pour faire un 160. Puis, tu sais, on dit beaucoup à chacun son ultra, là, ce qui veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de petite ou de distance pas honorable. Je pense que ce qui est honorable là-dedans, c'est toute la notion de dépassement de soi qu'on met dedans. Exact. Et ma partenaire a mis au moins autant de dépassement de soi, d'elle-même pour être capable d'accomplir son 6 que pour moi, pour être capable d'être prête à accomplir un 160. Donc ça, je dirais, ça a vraiment été génial parce qu'on a complètement revu notre façon de travailler au sein de notre compagnie. Puis j'avais dit, ben, au moins, si on plante la compagnie, on aura quelque chose de beau avec, on va lever des fonds pour la santé mentale. J'adore. Mais j'aime à quel point, dans un moment charnière du développement de ton entreprise, dans un moment charnière de ta vie d'entrepreneur, l'élément déclencheur ou le moment où tu as décidé qu'on change notre façon de faire, c'est pas on relève nos manches puis on travaille encore plus, dans le sens où je suis certain que les efforts ont été là aussi d'un point de vue professionnel, mais ça a été trouvons quelque chose qui fait que à travers notre vie professionnelle, à travers le développement de l'entreprise, tout le monde trouve du temps pour soi. Puis je serais curieux de savoir aujourd'hui, bon, c'est encore à court terme depuis ce temps-là, mais cette année-là, 2023, où les efforts ont été autant d'un point de vue professionnel qu'au point de vue développement personnel de chacun des sportifs de ta gang et de toi, l'effet que ça a eu sur l'entreprise, sur l'environnement de travail, c'était quoi? Ça a eu un effet absolument génial dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, on le réalise pas toujours en tant qu'entrepreneur, mais une des meilleures façons, en fait, la meilleure façon de prendre soin de son entreprise, c'est de prendre soin de soi. Tu sais, quand on parle de prendre soin de son entreprise, que ce soit les finances, que ce soit ses employés, que ce soit, peu importe, tu sais, tu peux pas prendre soin de quelque chose si déjà, toi, tu te mets complètement tout en bas tout Ouais, en bas de l'échelle. Donc, le fait que tu te remettes à un niveau, OK, c'est important, mais ce qui était génial, c'est qu'on s'est remis à ce niveau-là. Euh, Tu sais, je me serais probablement sentie très coupable de me dire, ah, je m'en vais courir à chaque jour maintenant, tu sais, alors que j'ai une entreprise au bord du gouffre. Mais le fait qu'on l'ait intégré, puis ça vient beaucoup dans le projet 2024 dont on va parler, mais le fait qu'on l'ait intégré dans notre horaire de travail, dans nos obligations de travail, dans nos tâches de travail, le fait qu'on l'ait intégré au même niveau que le reste, ça a permis, tu sais, on parlait tout à l'heure de l'espace mental que ça a créé, ben, tout cet espace mental, le fait de pouvoir, toute cette clarté mentale aussi, tu sais, le fait de pouvoir prendre des meilleures décisions, d'avoir des idées ouais, que je n'aurais probablement jamais eues en restant toute la journée devant mon ordinateur à gérer des crises, parce que ça ressemble quand même beaucoup à ça, le travail que ouais. je fais, quand même beaucoup dans la gestion de crise, mais si j'avais passé ma journée à faire ça, il y a probablement bien des idées qui me seraient jamais venues si je n'avais pas aéré mon cerveau de façon aussi intense, parce que on s'entend, j'ai quand même eu beaucoup d'heures de course dans mon année 2023 pour être capable d'arriver prête au départ du Bromont Ultra. C'était vraiment ça mon objectif. Arriver à l'arrivée, tu sais, ça reste qu'un 160 étant un 160, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, puis notamment, particulièrement cette année, il y a beaucoup de choses Oui, qui se c'est sont ça, hein? produites.
était totalement hors de contrôle de tout le monde, qui a fait que, tu sais, je pense pas qu'il y avait grand monde qui n'était pas préparé au départ du 160 qui s'est pointé ce jour-là, et pourtant, il y en a quand même très peu qui ont terminé. Ce qui a fait effectivement la différence, c'est vraiment de s'être préparé aussi sur l'aspect psychologique, mais Oui, tous ces gens-là étaient prêts et pourtant, tu sais, il y en a comme pas énormément. Je m'excuse, je perds mon idée. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Je reprends. Mon objectif, c'était d'être prête sur la ligne de départ du Bromont Ultra parce qu'encore une fois, la l'arrivée, on ne sait pas nécessairement tout ce qui peut se passer entre-temps. Mais j'avais pris l'engagement avec moi-même euh, par, par respect pour ma compagnie, de pouvoir arriver prête sur la oui, ligne de départ. J'ai fait des heures et des heures et des heures de course au milieu de mes heures de travail, mais toutes ces heures-là ont tellement été productives, m'ont tellement permis d'accomplir énormément de choses dans mon travail. Tu sais, je veux dire, je te le disais tout à l'heure, ça m'arrive de partir, hop, là, je me rends compte que, OK, j'ai un 2 heures, j'ai pas de rencontre, j'ai pas de bing, je ferme mon ordi et puis je m'en vais. Euh, mais c'est pas 2 heures de perdu, mais non. c'est 2 heures de tellement de travail, de productivité gagnée, justement. Quand je reviens, c'est phénoménal. Exact. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben, tu sais, quand on dit souvent avoir le nez trop collé, tu sais, quand on est dans des problèmes, quand on est dans des situations de travail, quand on est sur des dossiers, on a le nez collé, puis chacun trouve sa manière de se donner un pas de recul, d'avoir un peu plus de perspective, puis de mieux voir les enjeux pour mieux les régler. Pour bien des gens, c'est d'aller prendre une marche, d'autres, c'est d'aller courir, mais c'est important de trouver c'est quoi qu'on a besoin pour ça. Bon, l'auditoire qui nous écoute en ce moment, c'est principalement des gens qui courent, qui sont des sportifs, mais il y en a d'autres, ça va être complètement autre chose. Mais dans tous les cas, il faut trouver c'est quoi dans notre vie professionnelle qui permet ce détachement-là, qui est tout à fait bénéfique. Je me rappelle pas qui racontait sur un podcast, je crois que c'est au Grand Écart, le balado de Jean-Philippe Vautier sur la course, puis il racontait que dans une agence de publicité, lui, ça y arrivait de charger des heures où il est en train de faire du sport à ses clients parce qu'il est en train de régler des problèmes ou en train de se donner le moyen de les régler. Bref, je trouvais ça intéressant. J'ai l'impression que tout ce qu'on vient de raconter dans la dernière heure converge vers ce projet-là. Ton développement personnel de coureuse, ton développement professionnel d'entrepreneur, le moment où tu as intégré à ta vie professionnelle tes objectifs sportifs, tout ça converge vers le projet Ambitieux de nature. On va se prendre une mini pause, le temps d'un message d'un partenaire, puis on embarque à fond de train dans ce projet-là au retour. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. On est l'hiver, c'est pas toujours facile de s'entraîner dans le froid, dans la glace, dans la pluie. Natacha, comment on reste motivé à l'entraînement à l'hiver? Le meilleur truc, c'est de penser à l'après-course. C'est ça. Au café chaud qu'on va prendre, au chocolat chaud, à la douche, à l'activité qu'on va faire l'après-midi. Bref, je laisse votre imagination aller là-dessus. Dans les faits, là, il faut avoir le bon équipement pour courir l'hiver, autant les chaussures pour nous laisser bien en appui au sol, que ce soit les crampons, les pointes au carbure, et aussi les vêtements. On en a déjà parlé, toi et moi, dans le sens où il faut toujours sortir avec un esprit de « il fait 10 degrés plus chaud » pour que quand on se met en activité, en action, on n'ait pas une chaleur incroyable. En fait, on va avoir un petit frisson, puis vite, il va se résorber. Fait que d'avoir le bon équipement. Puis aussi, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est d'avoir un plan B, d'avoir l'accès à une piste intérieure, un tapis roulant dans un gym ou chez soi. Bref, d'avoir quelque chose qui nous permet de garder une certaine régularité au niveau de notre entraînement pour ne pas perdre cette motivation-là. Puis rappelez-vous que quand l'entraînement est difficile, quand les conditions sont extrêmes, on est en train de se préparer pour les moments où à l'été ça va aller mal. On va être prêt plus que jamais. Ouais. Merci Natacha. Bienvenue. Sandrine, Raconte-nous, explique-nous ce qu'est le projet Ambition de nature, qui est ton grand projet 2024. Alors, le projet Ambitieux Nature, c'est un projet, en fait, qui m'est venu également en courant. Comme je disais tout à l'heure, on arrive à avoir beaucoup d'idées, qui vient beaucoup de ce que j'ai vécu justement dans mon année 2023.
qui a été de me remettre à la course à pied de façon quand même relativement intense ou de façon en tout cas très régulière. Puis on a parlé justement du Bromont Ultra l'an dernier. Tu sais, je suis arrivée au bout du Bromont Ultra. Notre équipe à relais a fait partie des 19 équipes, alors que c'était pas des coureurs, et encore moins des coureurs de trail qui sont habitués à courir dans la boîte comme on l'a connu. Mais ils ont fait partie des 19 équipes qui ont terminé, qui ont atteint l'objectif du 160. Et on a réussi à lever $10 000 de fonds pour la Fondation Douglas pour la santé mentale. Puis de ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement nourrissant pour moi, outre le fait qu'on ait littéralement sauvé la compagnie de la faillite, ben, d'être capable d'accomplir ça. Puis je me suis rendu compte justement pendant toute cette préparation l'an dernier que tout ce que je vivais, toutes les aptitudes que je développais dans le bois, c'était des aptitudes que je pouvais complètement transposer dans ma vie d'entrepreneur. Tu sais, on parlait de résilience, on parlait de détermination, on parlait d'avoir un plan pour atteindre des objectifs, on parlait de courage, on parlait de sortir de sa zone de confort, on parlait d'adaptation à l'environnement. Ben, tout ça, c'est des choses qui sont, c'est des aptitudes que je développais dans le bois, puis je me rendais compte que c'était pas juste pendant que j'étais dans le bois que je vivais ça. Ouais. C'était à l'intérieur de moi. Et ça, quand je quittais le bois, que je rentrais à la maison devant mon ordinateur, c'était toujours là. Donc, le courage était toujours là. La résilience était toujours là. La détermination, la force. Tu sais, je me suis rendu compte à un moment donné, j'étais partie justement courir une matinée. Je pense que je devais avoir un week-end choc ce week-end-là. Donc, c'était mon vendredi. Puis là, j'ai comme 4 heures à faire. Puis bon. Je me retrouve à remonter une montagne que je montais jamais en temps normal, à moins d'y être presque obligée par mon conjoint quand il me disait, bah là, faut que tu te prépares pour le BU, tu sais, donc t'as pas le choix. Va falloir que tu apprennes à en baver, tu sais, donc, tout au moins que tu te prépares, donc, il faut la faire. Mais là, je m'en vais toute seule, puis j'arrive au-dessus des nuages, tu sais, il y a comme un côté un peu qui pourrait être un peu anxiogène, puis j'arrive au-dessus des nuages, puis comme, hey, ça a bien été, puis je me rendais compte que je devenais de plus en plus forte comme coureuse dans le sentier, mais j'ai complètement fait le parallèle instantanément en me disant, bizarrement, en fait, paradoxalement, et de façon assez naturelle, cette force-là, je suis également de plus en plus forte dans ma compagnie. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure, syndrome de l'imposteur, est-ce qu'il t'habite toujours? Ben, de moins en moins. Pourquoi? Ouais. Parce que je me sens de plus en plus forte comme entrepreneur, de plus en plus légitime, de plus en plus, un peu comme je me sens de plus en plus légitime aussi comme coureuse. Bon, finalement, je suis arrivée au bout du 160, qui n'a pas été nécessairement une sinécure, mais beaucoup sont pas arrivés au bout. Donc, j'ai beau pas être une athlète du tout, ça reste que j'ai fait partie des quelques qui sont arrivés au bout. Donc, ça vient légitimer aussi, oh, ben, je suis une coureuse de trail. Ben, Ouais. ça vient légitimer que je suis une entrepreneur. Je l'ai quand même ramassé au fond du trou. Donc, certes, probablement par mauvaise gestion de ma part, parce que ça reste que la comptabilité, j'aurais dû avant me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, mais j'ai été capable de regarder les erreurs que j'avais faites. J'ai été capable de passer au travers, puis j'ai été capable de remonter tout ça en sachant que oui, j'avais fait des erreurs, mais que je développais la capacité, je développais la force de pouvoir passer au travers de ces épreuves-là. Donc, clairement, je l'ai de moins en moins. Puis, tu sais, aujourd'hui, je rentrerai pas on est avec des coureurs de trail en majorité, donc je rentrerai pas dans ce sujet-là nécessairement, mais tu sais, ça reste qu'une agence de placement de personnel dans le réseau de la santé aujourd'hui, c'est très menacé dans le contexte politique actuel. Ouais. Et pourtant, je peux pas dire, je vais sauver ma compagnie à tout prix, puis non, elle mettra pas la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que si la décision est prise par le gouvernement, je pourrais faire ce que je veux. C'est ça qui va se passer pareil, même si je travaille nuit et jour. Et en fait, la solution, elle n'est pas de travailler là-dessus. Elle est de faire tout ce que je peux, moi, pour maintenir ma compagnie en vie.
après, il y a une partie qui ne m'appartient pas exactement comme quand on est en trail, puis qu'il y a une partie de l'environnement qu'on ne maîtrise pas. Ben, le Broma Ultra est le meilleur exemple de ça. Tu sais. Exact. Tu te lèves le matin, tu t'en vas courir un 160, c'est déjà énorme, peu importe les conditions. Et là, tu te dis, bon, ben, il annonce de la pluie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, je veux dire, la météo ne la contrôle pas. Non? La beauté des sentiers, est-ce qu'ils sont boueux? Est-ce qu'ils sont secs? Est-ce que c'est courable, pas courable? C'est tous des éléments qu'on ne contrôle pas, mais il ne faut pas s'attarder à ça. Il ne faut pas perdre d'énergie à penser à ça parce que peu importe ce qui va arriver, on ne le contrôlera pas au même titre que dans ton entreprise. Tu contrôles certains éléments, puis il y en a d'autres qui sont hors de ta portée, puis c'est correct, il faut apprendre à jazzer avec ça. Oui, puis il faut apprendre en fait à développer ta capacité d'adaptation. C'est Ouais. vraiment ton adaptabilité que tu développes. Aujourd'hui, est-ce que ma compagnie est menacée? Pas du tout pour l'aspect financier parce que ça va très bien de ce côté-là, mais elle est menacée par des décisions gouvernementales. Et par contre, je m'adapte totalement à cette situation-là, dans le sens où je n'ai pas peur. En vrai, je n'ai absolument pas peur de l'avenir. Euh, je vais faire tout ce que je peux. Puis, si c'est pas ça, ce sera autre chose. Si c'est pas cette compagnie-là, ce sera une autre compagnie, ce sera autre chose. Puis, je sais aujourd'hui que Sandrine Mathias, j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour être capable de mener à bien mes projets. Donc, ça sera d'autres projets, tout simplement. Mais tout ça pour dire que tout ce que tout ce que j'ai vécu au cours de cette année-là, euh, je me dis, c'est pas possible que je garde ça pour moi. Pourquoi? Parce qu'on est probablement plein d'entrepreneurs, puis plein d'entrepreneurs à vivre des défis, des épreuves, des difficultés dans sa vie d'entrepreneur ou avec sa compagnie. Euh, pour diverses raisons, et bien souvent pour des raisons, c'est rarement parce que l'entrepreneur travaille pas assez, là. Non, c'est ça. Moi la raison. C'est souvent des raisons qui sont plus inhérentes justement à ce qui se passe autour, à des choses qu'on ne peut pas contrôler. Puis de pouvoir, tu sais, je veux vraiment amener l'entrepreneur à vivre de façon différente le fait d'être en affaires. Puis souvent, on pense que d'être en affaires, ben, il faut absolument travailler, travailler, travailler. Puis oui, indéniablement, je veux dire, la compagnie, elle s'est pas relevée toute seule. On a travaillé énormément pour être capable de la ramener. Mais on a travaillé en prenant soin des premières personnes qui doivent être bien pour être capable de faire fonctionner cette compagnie adéquatement, c'est-à-dire nous. Mhm. Et on pense souvent qu'il va falloir, si la compagnie va mal, il faut travailler double ou triple. Non, non, il faut juste travailler différemment. Ouais. Et en intégrant cette notion-là, moi, je veux vraiment être capable de changer cette espèce de mentalité ou cette espèce de culture de l'entrepreneuriat où ce qu'on nous inculque, c'est que il faut vraiment travailler, travailler, travailler. T'as fait ce choix-là, faut que tu l'assumes, puis il faut que tu bosses. C'est pas complètement faux, ça prend du travail, mais ça prend vraiment euh, de pouvoir travailler différemment. Ouais. C'est-à-dire, le fait, justement, de dire, ben, moi, je prends soin de moi, puis c'est ça qui va me permettre d'être une meilleure entrepreneur. Ben, c'est vraiment ce que je vais amener. Puis, je pense beaucoup à la notion de dépassement de soi, le fait de pouvoir, et parce que ça vient un petit peu expliquer le pourquoi avec le projet ambitieux de nature. Donc, le projet ambitieux de nature qui est de rassembler 15 entrepreneurs qui vont se donner un défi par mois pendant toute l'année 2024, donc pendant les 12 mois. On s'entend que le défi, moi j'ai choisi un ultra par mois pendant 12 mois, mais le défi est propre à chacun, aux capacités et au niveau de chacun, bien évidemment. Ça pourrait très bien être de courir un 5 kilomètres par mois, puis c'est tout aussi honorable, bien Ou évidemment. une demi-journée Mais, de randonnée, ou peu exact, importe. Hein. une journée de randonnée où on parle même pas, on parle, quand on parle de course, ce qui fait la différence entre la course et la rando, c'est simplement la vitesse à laquelle tu accomplis ton 5 kilomètres. Donc, Voilà. la différence, elle est uniquement dans le temps que ça t'a pris. Encore là, des fois, Et c'est tellement montagneux et technique qu'il n'y a pas de différence sur. non, effectivement. Mais si tu prends Ben oui, je sais. exactement le même environnement, Exact. c'est sûr que ça va être plus long.
mais il n'y a aucune notion de performance. L'idée, c'est d'amener l'entrepreneur à se dépasser, Ouais, à sortir de sa zone de à la hauteur de confort, ses à vivre, capacités. exact, à vivre une aventure. Et pendant ce temps-là, pendant que l'entrepreneur développe sa capacité à pouvoir s'adapter à ces aventures-là, mais il développe quelque chose qui est fondamental pour lui en tant qu'entrepreneur, qu'ensuite il peut complètement transposer dans son entreprise et donc amener son entreprise à un autre niveau. Moi, la mienne, je l'ai ramassée de 36 pieds sous terre, là, mais on n'a pas tous besoin d'être à 36 pieds sous terre. Je pense que n'importe qui peut avoir l'idée de faire croître son organisation. Et le projet Ambitieux de Nature, justement, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment 15 entrepreneurs, parce que pour le moment, c'est un projet que je lance. Puis, je me voyais pas la capacité de pouvoir m'occuper et accompagner plus de personnes, mais 15 entrepreneurs. C'est déjà beaucoup, 15, c'est assez ambitieux, hein? Poudoum, tch. Mais ça demeure que c'est 15 personnes qui vont se commettre, qui vont prendre l'engagement pendant 12 mois de faire quelque chose de différent dans leur quotidien, ou en tout cas de mettre quelque chose à l'horaire. Puis des fois, tu le disais tantôt, hein, si tu t'es mis à l'horaire des moments de course qui ont la même importance dans ta tête que une rencontre de travail, du temps de travail. Puis c'est extrêmement important, ça c'est bon pour n'importe qui écoute, qui a un travail et qui veut courir ou qui veut accomplir quoi que ce soit. Il faut le mettre à l'horaire parfois parce que si on attend d'avoir le temps, ça n'arrivera pas. Je me rappelle, début de pandémie, tout le monde en télétravail. J'avais moins de temps de courir parce que c'est un changement complet. Puis si tu attends de trouver le temps, alors qu'avant, ben, je me rendais au travail, aller-retour à la course. Donc j'avais ce temps-là, peu importe ce qui se passait dans ma vie professionnelle. Mais à un moment donné, je me suis mis à bloquer des heures et demie le midi pour ça. Ben, n'importe qui écoute, il faut qu'il trouve la manière de l'intégrer à son horaire. Puis dans le cadre de ces 15 entrepreneurs-là, ben, peu importe où tu trouves le temps dans la semaine, tu sais qu'une fois par mois, tu as ce défi-là, tu as ce moment-là qui est alloué pour toi pour aller en nature. Puis ça peut qu'avoir que des effets, ça peut n'avoir que des effets positifs. Puis ce défi-là, étant donné qu'on parle de dépassement, il va t'obliger à te préparer. Et donc, Ouais. te préparer, ça ne sera pas juste une journée dans le mois. Il va falloir que tu prépares tout le mois pour ce défi-là. Et bien évidemment, j'ai choisi avec le projet Ambitieux de Nature une cause qui est la santé mentale. J'ai mis un objectif qui, pour le coup, est ambitieux parce que j'ai mis un objectif de 30 000 dollars de récolter des fonds pour un montant de 30 000 dollars minimum pour Pour la la santé mentale, fondation, la pour la fondation fondation Douglas. Douglas, exactement, parce que c'est une cause qui fait complètement du sens par rapport à ce projet-là. Et puis en même temps, c'est vraiment ça qu'on tend à améliorer à travers ce projet-là aussi, euh, qui est vraiment de pouvoir, un des objectifs de pouvoir amasser des fonds pour la recherche sur la santé mentale, mais également de pouvoir faire la promotion de l'impact de l'activité physique en nature sur le leadership et la résilience des dirigeants d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de projets, en tout cas, il y a plusieurs projets aujourd'hui pour amener les gens à bouger. Tu sais, je sais que Desjardins a fait des grands projets à très grosse hauteur, justement, pour amener ses employés à bouger, à prendre l'escalier au lieu de prendre Ouais. l'ascenseur. Par exemple, il y a plein de projets comme ça, défis Pierre Lavoie, défis entreprise. Il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, on s'attend à ce que le dirigeant prenne soin des employés, des personnes avec lesquelles il travaille. Puis ça, c'est super cool. Puis c'est très, très important que ça puisse être le cas. En même temps, qui prend soin du dirigeant lui-même? Pour ce projet-là, j'ai eu un peu des statistiques qu'on avait. Et puis écoute, c'est des statistiques effroyables au niveau de la santé mentale des entrepreneurs. Mais en même temps, on fait juste annoncer des chiffres, mais il Ouais. y a pas tellement de projets qui visent vraiment à sortir l'entrepreneur de cet état-là. Euh, et moi, pour l'avoir vécu, puis de façon, je dirais, un peu fortuite, là, par la force des choses, je me suis retrouvée au pied du mur, puis je dirais que c'était probablement un peu l'instinct de survie qui a fait que c'est Ouais. ça que j'ai décidé. On n'a pas tous besoin de se retrouver en survie, je pense, pour vivre ça. Mais en même temps, je pense que n'importe qui peut vivre ça. Puis l'objectif de ce projet-là, c'est que les gens vivent des aventures, puis qu'à travers ces aventures-là, ils vont se rendre compte que eux, ils vont se transformer,
mais qui vont également transformer leurs organisations et transformer leur rapport au travail. Je continue aujourd'hui à courir presque tous les jours. Les jours où je travaille, ça fait partie de mon organisation de travail. Encore une fois, mais notamment parce que 12 ultras en 12 mois, je pourrais pas faire ça juste une journée dans le mois, tu sais. Non, c'est ça. Ça me prend quand même de la préparation à tous les jours. Et cette préparation-là, cette obligation-là de sortir tous les jours, qui fait partie de mes obligations de travail, ben, elle est bénéfique pour moi, elle est bénéfique pour mon organisation, elle est bénéfique par extension pour mes employés, pour tout le monde. Donc, c'est un petit peu ça On prend que soin j'ai. des entrepreneurs parce qu'eux prennent soin souvent de leurs employés. Puis tu me les as tu me les as partagé les chiffres en amont de l'entrevue. C'est un entrepreneur sur deux, grosso modo, qui déclare avoir des problèmes de santé mentale. Puis C'est c'est énorme. 3 entrepreneurs sur 4, le 3 quarts, qui disent qu'ils ont de la difficulté à mettre la switch à off. C'est pas des statistiques qui sont marginales, c'est une majorité dans les deux cas, là. Puis 3 sur 4, honnêtement, bon, tu sais, je remettrai pas en question cette statistique-là, mais je suis même presque un peu surprise qu'elle soit pas plus, tu sais, puis c'est peut-être difficile à quantifier, là. Peut-être que c'est même encore plus que ça, Ouais, et là, je serais pas surprise parce que ça reste que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on vit tout entier. Quand j'étais salariée, quand j'avais terminé ma journée, je prenais la voiture, je rentrais chez moi, c'était fini. Là, je peux prendre la voiture, je peux rentrer chez moi, je peux aller me coucher, je peux aller me doucher, je peux aller, peu importe ce que je fais, c'est là en permanence. ouais, Et c'est vrai que c'est difficile de mettre la switch à off parce que tu es constamment en fait, ça fait partie de toi, de ton environnement, de ton quotidien. Euh, et en même temps de l'engagement que tu as pris de pouvoir rendre cette structure fonctionnelle et adéquate. Donc, c'est vraiment extrêmement prenant, mais c'est d'autant plus important que ça prend une soupape de décompression quelque part et chose que on s'autorise souvent pas énormément comme ouais. entrepreneur parce que justement, on se passe une dernier. Puis c'est un petit peu ça. Tu sais, je pense que euh, principalement, je pense que beaucoup la culture nord-américaine, aussi la culture de l'entrepreneuriat, elle est très, tu sais, faut travailler fort, faut se dévouer à cette organisation-là qu'on a voulu construire. Euh, c'est en partie vrai, mais je pense c'est important de pouvoir aussi le travailler, travailler autrement et de façon plus efficace. Puis le projet Ambitieux de Nature est une des façons de pouvoir l'intégrer justement dans son horaire parce que la personne va prendre un engagement de pouvoir dire par le biais de ma compagnie, je m'inscris à Ambitieux de Nature. Donc, je vais avoir un défi à faire. Il va falloir que je partage ce défi à mon réseau autour parce que chaque entrepreneur aura une levée de fonds au moins, on s'engage tous à lever au moins 2 000 $, donc qui va nous permettre d'avoir le 30 000 au moins 2 000 $ à travers notre réseau. Et on s'engage également à remettre par le biais de notre compagnie, puis c'est ça qui est quand même que je trouve très, très intéressant dans le projet, mais on s'engage à remettre par le biais de notre compagnie 10 sous du kilomètre parcouru en préparation du défi et Ah, 50 intéressant. sous le jour du défi. Donc ça veut dire que moi, Sandrine Mathias, qui représente ma compagnie, ben, tu sais, je m'engage à remettre 10 sous du kilomètre. Donc, effectivement, ça reste qu'il faut que je me prépare pour être capable de Ben, le c'est faire. ça. Il faut que je m'entraîne. Puis, chaque kilomètre que je fais, on s'entend 10 sous, je ruinerai pas ma compagnie avec ça, là, parce que, tu sais, quand bien même, je sais pas trop combien de kilomètres je vais faire par mois, mais 10 sous du kilomètre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'en ruinerai pas. C'est pas l'objectif. Puis l'objectif, c'est pas justement de sortir tout cet argent-là de la compagnie puis d'aller donner ça à la Fondation Douglas. C'est de se mobiliser pour être capable de le gagner quelque C'est ça. part Ah à oui. travers cette préparation-là. 50 sous du kilomètre, donc le jour du défi. Je veux dire que là, c'est quand même, ça vaut encore un peu plus cher. Et puis, faire rayonner le projet donc à travers leur réseau. Donc, comme ça, ben, tout le monde est au courant qui participe à Ambitieux de Nature. Puis, oui, il a le droit d'aller courir. Non seulement il a le droit, mais en fait, il Il se faut. doit, quand je dis d'aller courir, d'aller randonner, ou tout au moins de sortir en nature. Il faut.
c'est l'engagement qu'il a pris. Puis il l'a pris par le biais de sa compagnie. Donc, il n'a comme plus trop le choix finalement. Puis c'est un petit peu ça que je voulais amener les entrepreneurs à faire. Donc, voilà. Ben, c'est un super projet. S'il y a des gens qui écoutent, qui sont entrepreneurs ou qui ont des entrepreneurs dans leur réseau à qui ils pourraient partager l'épisode, l'initiative, est-ce qu'il y a encore de la place parmi ces 15 entrepreneurs-là? Tout à fait. Oui, il y a encore de la place parce que j'ai parti. Tu sais, j'ai d'abord fait le Bromont Ultra, puis après, tout ce que j'ai pu en tirer, j'ai comme fait une espèce de débrief toute seule là dans le bois, puis tout ce que j'ai pu en tirer, puis tout ce que je voulais justement euh, ressortir de cette expérience-là, ou tout ce que je pouvais ressortir de cette expérience-là. Ben, le Bromont Ultra étant juste au mois d'octobre, tu sais, ça m'a pris novembre, décembre de Ben mettre oui. tout ça sur pied. Donc, le projet est parti juste depuis le mois de janvier. Par contre, c'est sûr que je voudrais pas me retrouver avec des personnes qui embarquent genre au mois d'avril. Non, c'est ça. Puis là, ils ont déjà perdu la moitié de l'année, là, la moitié des défis de l'année, puis la moitié de ce qu'on va pouvoir s'apporter en groupe, parce que Oui, l'idée, c'est c'est ça. d'être Il y a une capable. connexion aussi entre les entrepreneurs. Oui, c'est vraiment d'être capable d'avoir un petit cocon qui s'est serré, où on partage aussi nos difficultés, que ça soit, ouais, je trouvais ça difficile aujourd'hui de sortir, là, j'avais comme plein de problèmes à régler, puis j'ai du mal à trouver le temps, puis d'être capable de, OK, ben, un petit truc, là, moi, quand je me sens dans cet état-là, là, voici ce que je mets en place pour être capable de sortir quand même. Ou Ah oui. aujourd'hui, disais-moi 10, j'ai trouvé ça plus tough, ben, OK, ben, voici ce que moi, un autre, peu importe qui, fait pour être capable de se motiver ces journées-là. Donc, c'est vraiment un groupe où j'espère qu'on va pouvoir s'accompagner les uns les autres dans ces défis-là et également un groupe où on va être capable de pouvoir euh, partager un petit peu plus qu'est-ce qu'on vit justement à travers ces aventures-là, qu'ensuite juste regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce que ça peut devenir ambitieux de nature, mais je pense que ça peut devenir beaucoup de choses selon les besoins de chacun, selon la façon dont on est capable d'y répondre aussi. Donc, il y a encore de la place. Les candidatures, il y a le site Internet qui va être en ligne dans les tout prochains jours, c'était pas aujourd'hui, ambitieuxdenature.com qui va permettre de pouvoir cliquer directement sur le formulaire de candidature parce que je pense que c'est important que je voulais vraiment faire cette sélection-là de ces 15 entrepreneurs-là pour valider que c'est des personnes qui ont vraiment le goût de s'engager Oui, dans c'est cette ça. démarche-là. Pas juste de venir voir qu'est-ce qui se passe, puis finalement, au bout de 2 défis, dire non, moi j'arrête, ça me Oui, c'est tente ça. plus. OK, un engagement. Exactement, qui est vraiment une volonté d'engagement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit formulaire de candidature. On s'entend, il n'y a pas tellement c'est rien de très haut de gamme, là. Puis ça n'a rien à voir avec ni la taille de son entreprise et ni ses capacités physiques. Ça Non, c'est ça. beaucoup parce que les gens pensent que faut être entrepreneur et sportif. Ben, une des personnes qui fait partie de ce groupe-là, justement, se remet au sport après une chirurgie bariatrique. Donc, on imagine bien qu'effectivement, le sport sur une base très régulière, à un niveau intense, c'est pas ça qui fait partie de sa vie. Ben, Puis en c'est même temps, ça. c'est pas ça qui est nécessaire. Ce Exact. qui est nécessaire, Chacun trouve le projet à sa hauteur selon ses ambitions, selon ses objectifs personnels, puis selon ses complètement. capacités. Donc, c'est ça qui est beau. Toi, de ton côté, tu l'as mentionné quelques fois, l'objectif, c'est 12 ultras en 12 mois. Parle-nous un peu de toi, le projet que tu t'es lancé personnellement dans le cadre de ton grand projet Ambition de Nature. Alors, en fait, au départ, j'étais vraiment partie avec l'idée que j'allais faire un certain nombre de kilomètres dans l'année parce que si je parle de dépassement de soi, il faut quand même que moi, je sois la première concernée, en Ben tout oui, cas par le dépassement. J'ai fait un 160 au mois d'octobre. C'est sûr que si moi je dis, ben, on va viser le dépassement de soi, je vais faire un 5. Tu sais, bon, oui, c'est ça. c'est très bien de faire viser un 5, sauf que j'aurais du mal à être vraiment très crédible si je parle de dépassement de soi en ayant ça comme objectif. Donc, je visais au début un certain nombre de kilomètres pour me permettre d'amasser un certain nombre de dollars pour la Fondation Douglas. Puis je me suis rendu compte que ça parlait pas tellement aux gens, tu sais, que tu fasses 200, 2000 ou 20 000 kilomètres par année, les gens, ça parle pas trop. Non, c'est ça. Donc, j'ai décidé de découper ça en un défi mensuel. Puis,
Donc, pour moi, ça va être 12 ultras en 12 mois. Je les mets entre 50 et 160 pour respecter les puristes. Il y a ceux qui disent que l'ultra, c'est à partir de 42,2. Il y a ceux qui disent 45. Il y a ceux qui disent 50. Donc, en tout cas, j'ai pris 50. Comme ça, Ça se là-dessus, il qualifie n'y a pas pleinement. d'équivoque. Exactement. J'ai un 160 a priori prévu à l'automne euh, pour être capable de calculer toute ma progression en fonction justement de ce 160-là au mois d'octobre. Mais chacun de mes ultras, donc, fera au moins 50. Il n'y a pas de course de trail au Québec organisée. Au début, je m'étais dit, je vais participer à des événements. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était très, très compliqué à mettre en place. Ouais. Pourquoi? Parce que les événements, tu peux en avoir deux fins de semaine de suite, mais là, moi, je peux pas en faire Non, deux c'est fins de ça. semaine de suite. Tu sais. Donc, j'ai la chance d'habiter au pied de la réserve Alfred Kelly à Prévost, donc au parc des Falaises, ce qui est vraiment ma cour arrière. Donc, mon premier 50 qui va être le 20 janvier, euh, va être à cet endroit-là, ce qui me permet de pouvoir faire des boucles. Je me suis trouvé une belle petite boucle de 10 que je vais faire 5 fois, mais que je vais être capable de faire à heure fixe pour éventuellement embarquer des gens Ben avec oui. moi. Ça peut être des gens du groupe Ambition Nature, puis ça peut être des gens juste qui ont le goût de découvrir un petit peu le trail. Puis, je vais faire ces sorties-là à contribution volontaire, toujours pareil, au profit de la santé mentale. Ben Les oui. gens vont pouvoir venir. On parlait tout à l'heure de sortir tout seul à la frontale. J'ai organisé l'an dernier, dans le cadre de la levée de fonds, justement, des sorties à contribution volontaire, une sortie de jour, une sortie découverte de trail, puis une sortie de nuit, découverte de trail avec à la frontale. Puis c'est fou comme les gens étaient emballés par la sortie justement à la frontale parce que même les coureurs de trail, c'est quand même fréquent si dans leur entourage ils sont pas plusieurs à pratiquer ça. C'est quand même fréquent que partir tout seul dans le bois, c'est pas tant le truc qu'on choisit de façon naturelle et spontanée. Mais là, ça leur permettait de le faire en étant accompagnés. Puis moi, ça permettait encore une fois de pouvoir propager aussi cette levée de fonds pour la Fondation Douglas. Donc, je vais refaire un petit peu le même principe. C'est juste que comme il faut que je fasse 50, tu sais, ça va me prendre des heures. Mais les gens pourront se joindre à n'importe quelle heure Ben oui. finalement. Puis donc, c'est sûr que ma dernière boucle, on sera à la frontale, celle du 20 janvier, janvier, février, mars. Euh, Ma dernière boucle sera à la frontale. Donc, les gens pourront se joindre également pour une boucle à la frontale. Puis, contribution volontaire, je mets pas de seuil, je mets pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut à la hauteur de ce qu'il peut. Euh, voilà, je suis pas du tout guide de trail, là, absolument pas. Par contre, je connais bien ces sentiers-là. Puis, l'idée, c'est que de pouvoir faire rayonner autant le trail que justement la cause pour laquelle ce défi-là existe aussi, euh, qui est la santé mentale. Donc, je pense que c'est une belle façon de faire rayonner, puis de faire rayonner le projet Ambition Nature également. Ah, c'est vraiment un beau projet, c'est multi-objectif, ça coche plein de cases, ça va influencer les gens autour de toi, ça va influencer des entrepreneurs qui, eux, vont influencer les gens autour d'eux, puis tout ça, c'est pour la bonne cause, c'est pour faire bouger les gens, donc c'est vraiment très bien. Je comprends des projets en off ou des projets auto-organisés et des courses organisées. On va suivre Exact. ton année, Sandrine, ça va être extrêmement intéressant de te suivre à travers ces projets-là qui vont mener, tu le disais, à un grand projet, un 100 miles en octobre. Et bref, ça va être vraiment intéressant de te suivre. Merci beaucoup d'être venu partager ton parcours, tes connaissances. C'était extrêmement intéressant de plonger sur le sujet de l'effet de la nature sur le corps, de voir comment l'effet de la course sur l'entrepreneuriat aussi, ça fait partie de ton parcours, de tes apprentissages. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci de ton temps. Merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, c'était très, très chouette pour moi justement de pouvoir parler de tout ça parce que je le vis, c'est cool, mais je pense que de pouvoir le partager aussi, Ouais. puis de pouvoir le propager de façon à ce que les gens puissent le vivre aussi, ben, je trouve que c'est vraiment, vraiment génial. Donc, merci de cette opportunité-là. C'était très, très chouette. Toutes les entrevues terminent
avec un petit défi. Hein. C'est pas un ultra. Je pense pas que ça se qualifie dans tes 12 défis, mais c'est les questions éclairs NAC. C'est 10 questions où je te mets 2 éléments en opposition pour que tu réponds le plus rapidement possible. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de conséquences. C'est seulement pour le plaisir de voir en vitesse c'est quoi l'élément qui ressort le plus vite possible. Donc, tu me dis quand tu es prête, puis je sors même le chrono pour le plaisir. Je suis prête. Première question. Route ou trail? Trail. Neige ou boue? Hey, neige. Sucré ou salé? Sucré. Monter ou descendre? Descendre. Question NAC, vanille ou chocolat? Chocolat. Racine ou roche? Roche. Sentier roulant ou technique? Technique. Été ou hiver? Été. Veste ou gourde à main? Veste. 100 km ou 100 miles? 100 miles. J'aime ça. 26 secondes, c'est très bon. 100 km ou 100 miles, on y va pour la longue distance. On y va pour l'objectif de l'année. Ouais, exact. Est-ce que tu as déjà choisi, ça va être quoi ton 100 miles? Tu parlais d'un 100 miles en octobre? A priori, il y a la course qui s'appelle Ring to River en Virginie, qui a l'air vraiment d'être une très très belle course. Par contre, les inscriptions ouvraient le 1er janvier. Pour le moment, je suis sur la liste d'attente. Je me suis inscrite tout de suite. Puis pour le moment, je suis sur la liste d'attente. Je pense quand même que j'ai des bonnes chances parce que c'est le genre de course où les gens s'inscrivent très tôt. Puis finalement, oui, c'est ça. Donc, étant donné que je me suis inscrite vraiment le jour même, je pense avoir beaucoup de chance pour ça. Pas loin sur la liste d'attente. Je me prépare pour ça. Ouais, je me prépare pour ça. Mais ça aussi, à d'autres courses américaines, j'ai déjà vu des gens être centièmes sur une liste d'attente d'une course où il y a 600 inscriptions, puis les gens rentraient. Là, c'est au même titre qu'en ce moment, il y a des gens je vois qui cherchent des dossards pour le Québec Méga Trail, le Trail Aricana, des courses populaires au Québec. Puis souvent, la réponse, c'est sois patient, tout le monde va annoncer des dossards à transférer un peu plus tard dans l'année parce que, bon, malheureusement, blessure ou conflit d'horaire. Fait que je te le souhaite. Ça a l'air d'être un super événement. J'avais entendu parler de cette course-là. Ça fait partie des centaines et des centaines d'ultras aux États-Unis qui avaient piqué ma curiosité à un moment ou à un autre. Donc, le Rim to River. Mais oui, c'est puis probablement le Bromont Ultra m'est en équipe parce que j'avoue que j'avais un petit peu de frustration l'an dernier à l'idée de, tu sais, je suis vraiment une fille d'équipe, je suis pas une infirmière pour rien, je suis vraiment une fille d'équipe. Puis finalement, j'ai mis toute mon équipe à relais. Tout était seul pour la journée. Dans l'équipe, puis moi j'étais partie toute seule pendant 33 heures. Puis finalement, donc oui, l'année prochaine, probablement en tant que participante avec l'équipe à relais, je pense que ça va compliquer. En tout cas, des projets qui sont en réflexion parce que c'est sûr qu'il faut que l'équipe adhère aussi. Ben oui. Mais j'ai trouvé que ça avait vraiment fait du bien au niveau de la cohésion d'équipe. Ben oui, sûrement. Justement, ce projet-là, donc j'aimerais beaucoup probablement le faire avec notre équipe. Je comprends. Ben, une belle année, ça va être vraiment ça va être le fun à suivre, ce projet ambitieux de nature-là, de voir aussi les entrepreneurs qui vont joindre l'initiative. Félicitations pour l'idée, félicitations pour tout ça, vraiment. Je pense que ça va répondre à un besoin, puis ça va être intéressant pour nous tous qui allons le suivre à distance, ces projets-là. Sandrine, un grand merci. Je termine toujours en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Capic 1 pour ce superbe café ce matin et Noctem qui est le partenaire aussi du podcast. Puis je te remercie toi pour ton temps. C'était, je le répète encore, là, mais c'était vraiment un épisode coup de cœur pour moi. Puis je dis pas ça à chaque fois, je te le jure. Merci beaucoup. Et à tout le monde, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.